Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Au tout départ, on m'avait parlé d'un fait divers qui s'est passé en Argentine et qui m'avait interpellé. C'était l'histoire d'une fille qui était accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Il se trouve qu'il y a un film argentin qui raconte aussi cette histoire. Et je me suis dit que moi, ce qui m'intéresserait, c'est de raconter cette histoire, mais du point de vue non pas de la jeune fille, mais de tous ceux qui l'entourent, en particulier de ses parents. Ce qui n'était pas du tout le parti pris du film argentin, ce qui m'a rassuré et ce qui dès lors m'a encouragé à y aller. Et voilà, je voulais faire un film qui raconte cette expérience-là. Qu'est-ce que c'est être le proche de quelqu'un qui est accusé d'un crime ? Et c'est ainsi que le film s'est déployé. Ce qui m'intéressait, c'était de parler de cette altérité. Est-ce que oui ou non on connaît ses propres enfants ? Et je pense que l'âge, enfin en tout cas un âge captivant, c'est l'adolescence, aussi pour ça, parce que c'est un âge profondément mystérieux, parce que c'est un âge décisif. Et plus encore une jeune femme, pour moi, c'est encore plus un mystère. Donc je trouve ça captivant, je trouve ça cinématographique. C'est des âges où les corps et les visages sont encore changeants. Donc j'avais envie de filmer ça et je m'étais dit que ouais, c'était l'âge idéal pour traiter de ça, de cette altérité absolue de son propre enfant. Moi, ce qui m'intéressait dans le procès, c'était effectivement, c'est presque un exercice de style, c'est un genre en soi, le film de procès, et qui m'intéresse. Et je voulais surtout pas tourner le dos à ça, parce qu'un film de procès, déjà, par définition, c'est un suspense. Il y a un suspense inhérent à l'instruction et au procès qui rend les choses captivantes et qui fonctionne très bien au cinéma. Donc je voulais pas du tout tourner le dos à ça, me servir de ça, mais aussi en filigrane et avant tout raconter les enjeux intimes qui jouaient, les enjeux humains qui se jouaient aussi. Et donc la relation entre les parents et leur fille. Et je voulais aussi raconter le procès dans une temporalité qui n'est pas forcément tout le temps celle qu'on voit au cinéma. C'est-à-dire que quand on va au tribunal, moi je suis toujours étonné du temps qu'on laisse pour la parole, du temps qu'on donne aux uns et aux autres pour s'expliquer, etc. Et je voulais que dans le film on sente ça aussi. Donc je voulais aussi que les scènes de procès parfois se dilatent un peu pour qu'on ait le temps d'être dans le présent de ces scènes et dans le présent de comment les individus les vivent, aussi bien la jeune fille qu'on scrute que les parents qui l'observent ou les jurés, etc. Le film, il propose de vivre vraiment l'expérience d'un procès en cour d'assises. Et quand on est spectateur, quand on est juré, quand on est parent. Et pour le coup, en assise, souvent, enfin, il arrive, et c'est fréquent, qu'il n'y ait pas de preuve absolue. Et dans ce cas-là, tout repose sur la confiance, tout repose sur la croyance qu'on se fait, tout repose sur la vérité du procès, mais qui n'est que la vérité du procès, qui parfois, je pense, coïncide avec une autre vérité, avec une vérité primaire, etc. Mais la vérité primaire, on n'y a pas accès. Et là, c'est une histoire dans laquelle il n'y a pas de preuve irréfutable, enfin, il n'y a pas de preuve. Donc c'est une affaire de croyance, etc. Et je voulais vraiment que le film propose cette expérience-là au spectateur. Donc je voulais pas contredire ce parti pris. Donc je l'ai tenu jusqu'au bout. Et voilà, je pense que c'était une forme de loyauté avec le projet du film que de dire du début à la fin, on sera dans ce point de vue-là. Et sauf si une preuve, il faut voir le film pour le savoir, irréfutable apparaît, on sera tout le temps dans la croyance. Mais c'est ce que je trouve captivant aussi dans le principe de la justice, etc. C'est que on doit se raconter une histoire à la faveur des débats qui sont oraux. Et ce que j'aimais bien dans le fait de... Tout à l'heure, on parlait de la mise en scène, de qu'est-ce qu'on voit, etc. Ce que j'aime bien on dit que les procès d'assises sont des procès oraux, mais ça convoque plein d'images. Et moi, je voulais que grâce au récit que les uns et les autres font de ce qui s'est passé, de qui est cette jeune fille, etc., finalement, le film soit rempli d'autres images, mais que le spectateur se crée. C'est tout un hors-champ. Et c'était un des paris aussi de se dire c'est le hors-champ qui va contaminer le film. Mais nous, on s'en tiendra strictement au cadre du tribunal. Il faut être à sa hauteur et en même temps il y avait toujours une distance par rapport à elle parce que on la regarde nécessairement d'un peu loin parce qu'elle nous échappe. Donc c'était ça les deux grands partis pris.
Donc on est souvent... je me demandais toujours qui la regarde et d'où on la regarde, et c'est en conséquence qu'on plaçait la caméra. Et l'idée, c'était vraiment de la scruter, donc on est souvent avec des focales longues en train de la regarder, de la scruter, mais on n'est jamais très proche d'elle, ce qui serait violer une forme d'intimité qu'elle nous refuse, qui nous échappe, mais qu'on passe son temps à guetter, quoi. C'est ça un peu la tension dans la mise en scène. La plus grosse difficulté pour moi, c'était de trouver l'actrice principale, puisque le pari du film, c'était de se dire on va faire un film durant lequel on va passer son temps à focaliser sur quelqu'un qui s'exprime très peu, puisqu'elle nous échappe et que finalement elle ne se comporte pas comme on s'attendrait à ce qu'une accusée se comporte, elle est assez mutique, parce que c'est sa personnalité, parce que c'est peut-être aussi un peu son âge qui veut ça, et parce que c'est sa manière d'être. Et il fallait que j'ai quelqu'un qui soit captivant alors qu'il ne parlait pas. Il fallait non pas qu'elle devienne opaque, mais qu'elle soit de plus en plus mystérieuse. Et ça, je savais que ça allait dépendre de l'actrice que j'allais trouver, de la personnalité de celle qui allait jouer ce rôle. C'était presque indépendant du scénario, en fait. Il ne fallait pas se tromper sur la fille que je choisissais. En fait, j'avais demandé à la directrice de casting, moi j'adore au cinéma voir des acteurs aller de film en film. Je suis ravi qu'il y ait Roche Dizem, Chiara Mastroianni dans mon film. J'ai envie de les faire tourner parce que je les ai vus dans des films que j'ai aimés, parce que je les ai vus dans des films qui ont été tournés à d'autres époques aussi. Et je trouve ça très beau de voir un acteur qui évolue, qui grandit, qui vieillit même de film en film. Comme ça, qui trimballe sa musique interne, ça j'aime beaucoup. Mais j'aime bien aussi découvrir des visages. Et là, comme il y avait une fille de 18 ans dans le film, je m'étais dit c'est l'occasion d'aller chercher quelqu'un qui n'a pas tourné. Donc j'avais demandé à l'actrice de casting de me présenter, d'aller chercher, de faire du casting sauvage. Et en fait, Mélissa Guers, elle a répondu à une annonce sur Facebook qu'elle avait vue, je crois, à sa fac. Et je l'ai vue en tout début de casting, et tout de suite c'était évident qu'elle pourrait faire le rôle, parce que c'était la seule qui supportait les silences. C'était la seule qui avait même une intensité que les autres n'avaient pas. Enfin, elle avait quelque chose qui m'interpellait. Elle apportait plus que ce qu'il y avait dans l'écriture du rôle aussi. Parfois, c'est ça qui est très plaisant quand on fait un casting, c'est qu'un rôle prend une épaisseur encore supérieure à celle qu'on y avait mis soi, grâce à l'incarnation. Et avec elle, il y avait tout de suite ça. Et puis je voyais que c'était une actrice, elle n'avait jamais joué de sa vie, elle savait pas ce que c'était, mais je voyais qu'elle avait ça en elle, quoi. C'était... il y avait quelque chose d'inné. Mais comme c'était au tout début du casting, je me suis dit c'est impossible de trouver aussi vite l'actrice principale du film, quoi. Il doit y avoir un problème. Et puis, je me souvenais aussi d'une autre directrice de casting qui m'avait toujours dit pour faire un choix, il faut avoir une alternative, il faut que tu aies deux possibilités. Donc là, j'ai dit on va continuer, il faut qu'on en ait une deuxième. Et là, c'était très très long, on trouvait une deuxième. Du coup, là, j'ai vu plein d'autres filles, mais à chaque fois, elles étaient très intéressantes, mais ma préférence, elle est toujours pour Mélissa Guers. Mais voilà, on a quand même joué les jeux du casting un peu plus longtemps, même assez longtemps, mais en réalité, elle, on l'avait identifiée tout de suite. Moi, dans ma pratique du cinéma, en tout cas mon luxe, là, quand j'ai fait La fille au bracelet, j'avais déjà fait un autre film avant, un autre long métrage. Je me suis senti complètement indépendant au sens où j'ai pu faire totalement ce que je voulais. Je me suis jamais senti bridé dans mes intentions, et je me dis que c'est un luxe merveilleux. C'est-à-dire que j'avais conscience que peut-être on irait dans le mur, mais qu'on nous laissait prendre des risques. Et je pense que c'est à cette condition-là, des risques, c'est jamais qu'appliqué au cinéma, donc il faut rester à sa place, mais je me dis que c'est qu'à cette condition-là que peut-être le film sera réussi. Et ça, c'est un truc merveilleux que permet pour l'instant encore notre système, et dont il faut avoir conscience. Après, il faut s'emparer de cette liberté-là aussi, parce que j'aime bien mon premier film, mais je pense que j'étais un plus jeune réalisateur et peut-être un peu moins affirmé, etc. Et j'avais pas... je pense que je m'étais pas emparé de cette liberté, au sens où j'étais pas allé totalement au bout de ce que j'avais comme intention au départ, où je m'étais un peu réfréné en écoutant ça et là des choses qui me revenaient ou que j'interprétais comme étant les attendus de certains décideurs, partenaires, etc. Là, avec ce film, c'était beaucoup plus vertueux, je crois, et j'ai l'impression d'avoir pu totalement créer en toute indépendance. Après, évidemment, c'est indispensable pour que des œuvres existent, que leurs auteurs soient indépendants. Ça vient pas de nulle part, ça vient d'un système qu'on a en France qui existe, dont on n'a pas forcément conscience quand on est français, mais qui tient uniquement à une volonté politique, qui est de dire que le cinéma c'est un art et une industrie, mais que c'est aussi un art et qu'à ce titre-là, il est défendu avec des tonnes de programmes, avec des festivals aussi qui participent à tout ça, et qui surtout participent à la formation des spectateurs, en fait. Le cinéma, il existe parce qu'il y a des spectateurs. D'ailleurs, moi, j'ai fait du cinéma parce que j'adorais aller en salle. Je suis d'abord un spectateur de cinéma avant d'être
Avant de faire du cinéma, j'ai pas fait d'école, etc. de cinéma. Mais c'est parce que j'aimais aller en salle. Et voilà, c'est indispensable de non pas de former, mais de susciter le désir de voir des films, etc. Et tout ça, c'est le fruit d'une politique. Et indépendance et création seront possibles si on garde ce cap-là.